Salut Fatala, comment tu vas? Bah ça va super et toi Stan? Eh ben écoute, je suis extrêmement content d'être avec toi aujourd'hui et bienvenue dans Fight Lab, le podcast où on va parler de coaching, d'entrepreneuriat et de tous ces sujets qui permettent à chacun de développer son potentiel. Et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et le privilège d'être avec le coach leader de Lille. Eh ouais, merci de me recevoir dans ces studios, ils sont magnifiques. Passer ce moment avec toi, ça sera un immense plaisir et très riche en apprentissage. Eh ben là, par contre, tu as mis la barre assez haute, hein, donc on a intérêt d'être très bon dans ce qu'on va dire. Moi, je ne m'engage à rien, mais Fatala est là pour donner ce très haut niveau. J'ai aucun doute là-dessus. Bon, donc toi, tu es coach leader de Lille. Peut-être, avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter ce que tu fais, enfin ce job de coach leader, ce que ça représente pour toi? Alors très brièvement, moi je suis coach sportif dans la structure du My Coach Vieux Lille. Euh, un studio de coaching semi-individuel où je pratique depuis maintenant 3 ans du coaching remise en forme, prise de masse, perte de gras, etc. etc. avec différentes méthodologies comme le crossfit, la musculation, des fois l'haltérophilie pour le développement des qualités physiques explosives et autres. Sans rentrer trop dans les détails, voilà. Je m'occupe de remettre en forme les gens et c'est un plaisir avec les adhérents de Lille. Très bien. Et peut-être plus spécifiquement sur ce Poste. job de coach leader, là, on a bien compris l'aspect coach et en effet, c'est très juste. Mais sur la deuxième partie du poste, Alors, la deuxième partie du poste, donc le coach leader, je gère donc une équipe qui organise donc le bon fonctionnement du club. Je m'assure aussi des réussites de la structure, ainsi que des indicateurs donc de performance. Et donc, j'actionne des leviers qui vont venir favoriser la réussite du club. ouais, Très grossièrement. c'est ça, ouais. C'est bien, c'est dit avec tes mots et Voilà. ça me va bien. Ça me va bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de coaching. Ouais. Et du coup, ben, ça m'intéresse. Dans ta présentation, tu as dit, je leur propose de l'haltérophilie, parfois du cross, du renforcement musculaire, etc. Est-ce que peut-être tu peux expliquer pourquoi tu utilises toutes ces choses différentes pour coacher les personnes? Eh bien, c'est une très bonne question. Déjà, tout simplement parce que tout le monde ne démarre pas au même point. Hmm. Tout le monde n'a pas le même point de départ et tout le monde n'a pas le même point d'arrivée. Et tout le monde n'a pas envie de forcément aller et prendre la même route. Donc, tout simplement, les objectifs ne sont pas les mêmes. J'ai des adhérents qui veulent devenir meilleurs au tennis, et d'autres qui veulent juste pouvoir porter leurs petits-enfants. Voilà. Tu vois, cette notion d'adaptation, elle est au cœur du projet My Coach et c'est ce qui fait aussi la réussite en fait du studio. La notion d'adaptation en fonction des personnes, pour moi, un des piliers de la qualité du coaching. Très souvent, en fait, on voit des programmes un peu sur mesure qui sont proposés et à chaque fois, je me dis, mais comment font les gens lorsqu'ils reçoivent un programme type, je veux dire, à télécharger, un PDF avec des exercices à suivre? Comment est-ce qu'ils font pour avoir du résultat, tu vois? Ah, mais pour moi, c'est parce que déjà, tout simplement, c'est pas du personnalisé. C'est du générique en règle générale. Malheureusement, beaucoup jouent cette carte de vendre du personnalisé alors que c'est pas du personnalisé, mais c'est du générique. Hmm. Par contre, si ça l'est, avant ça, en coulisses, il y a eu une grosse trame avec énormément de questions, de recherches, etc., etc., des besoins de l'adhérent ou de la personne qu'on veut coacher, euh, et donc de ses aptitudes, etc., etc. Enfin, un gros formulaire permettant de cibler, tracer un peu mieux l'objectif. Tiens, toi, je sais pas, tu as dû voir à minima des centaines de personnes qui sont passées avec toi au studio pour se transformer. Est-ce que tu as peut-être une rencontre, une histoire, alors sans citer de nom, hein, mais d'une personne où
voilà, tu as dû faire preuve d'adaptation de manière très spécifique, où il s'est passé quelque chose? Oui, pour le coup, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir coacher des profils très différents. Donc, ça passe de Michel qui veut aller courir un marathon, qui a jamais couru, par exemple, à Arthur qui a une compétition de tennis, mais qui s'est blessé 8 semaines avant, quoi. Donc, il faut le réhabiliter, il faut le réentraîner, il faut le repréparer, et voilà, quoi. Donc, non, c'est pas mal. Ou encore des développements pour un golfeur, par exemple. L'amener encore plus dans la performance pour être meilleur dans son sport. Et oui, le golf est un sport. Bien sûr, ouais. N'en Ouais. déplaise à certains. Ouais. Bon, il faut juste éliminer les voiturettes. C'est long la marche, hein. Ben justement, c'est le principe. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais cette discussion sur c'est un sport et c'est pas un sport avec un ami. Et par exemple, on était autour de l'équitation. Est-ce que c'est un sport ou pas? Alors, moi, je pense que c'est complètement un sport. Ouais. Pour le cheval? Les deux? Non, pour les deux. Ah, les deux. Les deux. Ouais. Non, les deux. Après, ça dépend encore une fois, hein. Je pense que tout est question de point de vue. Un golfeur qui va jouer tous les dimanches sans forcément faire de compétition et autres, oui, là, c'est tranquille, quoi. Ouais. C'est pas vraiment un vrai sport, c'est juste pour aller. C'est un Pourquoi? moyen pour du social. Parce Ouais. qu'en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément d'attente, il n'y a pas forcément de préparation, il n'y a pas forcément d'optimisation du style de vie et autres. Alors que quand il commence à y avoir de la compétition, quand il commence à y avoir des attentes, des objectifs, là, oui, ça commence à devenir plus un sport. Puisqu'il va y avoir un écosystème qui va se créer autour donc du sport en question pour promouvoir la performance. C'est pas forcément que la performance est liée au sport, mais il y a une corrélation pour moi. Alors, la notion de performance, en fait, on y voit souvent la performance de compétition qui est réelle. Toutefois, il y a aussi de la performance personnelle. Bien sûr. Tu vois. Et moi, je dissocie bien les deux. Faire un marathon, réussir à le terminer dans le temps imparti, c'est une performance. Le faire en, je sais pas combien de temps le font les max, mais par exemple, faire un 10 km en 25 minutes, oui, là, c'est une performance aussi. Mais pour moi, c'est deux performances. Une personne qui a jamais couru et qui court 10 km et qui réussit à le terminer, c'est une performance. C'est sa performance. Ouais. Pour moi, ça peut même encore aller plus loin. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'un marathon ou d'une course officielle pour être dans la performance. Oui, Dans la performance de la vie de tous les jours. On en rencontre plein dans les studios, des gens qui disent je monte les escaliers et puis je suis fatigué, j'ai envie d'être mieux. Alors, on n'est pas du tout dans une performance olympique. On va dire. olympique, et voilà, mais par contre, pour eux, ça a un intérêt essentiel au même titre que celui qui veut faire Ouais. une perf olympique. Ok. Tu vois. De ce point de vue-là, on pourrait le classer Ouais. dans la performance aussi. Et alors, c'est quoi un truc qui n'est pas un sport? Oh là, tu me prends de court. Un truc qui n'est pas Ouais. un sport. Moi, j'ai une règle pour ça. Pour C'est moi, quoi? mon étalonnage, c'est le haut niveau. Tu vois, le sport de haut niveau, c'est l'étalonnage pour moi du sport. Et dès lors que dans le haut niveau, les personnes qui représentent le haut niveau sont en capacité d'avoir une hygiène de vie mauvaise et de performer, c'est que c'est pas un sport. D'accord. Donc, ceux qui font des fléchettes, C'est pas un sport. ceux qui font du bûcheronnage, ceux qui ils C'est un cisaillent. sport, ouais. C'est un sport. Ok. Ouais. Je pense que Pour le moi, bûcheronnage à haut niveau, les mecs, en fait, Ah, ils sont forts. sont forts, Physiquement, tu ils sont vois. forts. Mais donc, du coup, mon point de vue, ça serait beaucoup plus de se dire, ok, c'est un sport, oui, pourquoi? Ça demande quelle qualité physique? Ouais. Si ça en demande une, c'est un sport. Ouais. Je peux dire qu'un gars qui fait des tirs en fléchette, le gars est précis. Le gars est précis, Ouais. tu vois. Il est précis. Ouais. Il a développé cette qualité physique-là. À côté, il a un bide
parents d'enfants, tu vois. Voilà, ok, Ouais, de bons pères de famille, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il est précis, tu vois. S'il doit signer un document, ouais. il va être Il le fait précis. bien, Il va quoi. bien le faire, voilà. Ouais, Voilà, voilà. ouais. Donc voilà, pour moi, Non, c'est ça. non, non, Pour moi, c'est non. ça. Ça développe une qualité physique, donc c'est un sport. Mais, donc du coup, là, on parle de sport, on parle de performance et autres. Pour toi, quelle typologie d'acteur il peut exister pour promouvoir ce genre de performance? Quelle serait la différence qui existerait entre des coachs? Quelle est la différence entre les coachs? Voilà ma question. Ah, la différence entre les différents coachs qui existent, je pense qu'elles sont multiples. Euh, pour moi, le bon coach, tu vois, ça me fait penser à un sketch, le bon chasseur et le mauvais chasseur, mais le bon coach, pour moi, c'est celui qui est en capacité de s'adapter à la personne en face de lui, qui est en capacité de motiver lorsque la personne n'a plus envie, quand ça devient dur, quand on a envie d'abandonner, quand on stagne. Euh, et enfin, je dirais celui qui est constant. D'accord. Tu vois, avec ça, j'ai déjà un truc pas trop mal. Ok. Ouais. Et donc, pour toi, est-ce qu'il est forcément obligatoire qu'il soit bourré d'études? Eh bien, écoute, moi, je pense que non. Et je suis convaincu que les études ne sont en rien euh, un coup de tampon de ça va bien se passer. Tu vois, moi, je suis un scolaire, tu vois, j'ai fait un master STAPS. Euh, du coup, je vais pas cracher dans la soupe de ce diplôme, mais toutefois, lorsque je sors de master STAPS, euh, je me sens pas pleinement prêt à coacher. Je l'ai fait, mais j'étais pas pleinement prêt à coacher, tu vois. Mhm. À côté de ça, je rencontre des personnes qui sont parfois dans d'autres métiers et qui ont un tel amour pour ce qu'ils font. Ils ont fait beaucoup de sport, ils se sont beaucoup documentés, ils ont lu plein de trucs, ils ont vécu plein de trucs. Et ils arrivent du coup à accompagner des gens, leur donner l'envie du mouvement, les mettre en sécurité. Ils sont pas coachs sportifs, mais ils font le job en fait. D'accord. Ok. Mhm. Et donc, par rapport à ça, une personne qui aurait fait un BEP, 3 mois de formation, tu penses que ça peut être un bon coach? Un CQP, tu veux dire? Un CQP, oui, Ouais. pardon. Bah en fait, je pense, mon discours il est double. La première chose, c'est que je reste convaincu que ce sont les personnes qui font le métier et pas le diplôme. Du coup, tu peux être bon, tu fais un CQP, voilà, et derrière tu coaches. Et donc, comme tu étais déjà bon auparavant, ça te permet d'amener les gens à être en meilleure forme. Donc, potentiellement, ça me va. Toutefois, ce que je reproche au CQP, c'est de permettre à des gens, en fait, dans un délai très court et parfois sans la compétence, Mhm. de réussir, en fait, à coacher des gens qui ont parfois des pathologies parce que euh, même si on dit non, mais ça, c'est chasse gardée de l'APA, de l'activité physique adaptée, mais pas du tout. Quand les gens viennent dans les studios, je pense que plus de la moitié ont des Ouais. problématiques sur leur corps. Tu confirmes? Oui, bien sûr. Bon. Et on n'a pas besoin d'être APA pour le faire. Alors, je me dis, mais quelle prise de risque énormissime qu'ils ont. Il y a une notion de responsabilité. Et je me dis, bah, si on donne la possibilité à ces personnes de coacher, il faut être certain en fait qu'elles puissent pas faire plus de mal que de bien. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc, moi, j'ai mon avis, mais pour les téléspectateurs, ça peut être très, très, très intéressant de savoir ça. Quel serait pour toi un CV idéal? Ah, ça, c'est une Le bonne question. coach idéal, le cursus idéal, Ok. celui que tu voudrais recruter. Alors, faut savoir que nous, on recrute pas sur CV. Euh, on demande d'envoyer un CV, une lettre de motivation, juste parce que ça fait un tri. Tu sais, quand tu mets une annonce sur Indeed, on a entre 100 et 300 candidatures qui arrivent. Ouais.
parce que tout est automatisé, donc 3 clics et j'ai candidaté. Bien Et sûr. nous, en fait, on demande un CV, une lettre de motivation, juste parce qu'on se dit, la personne qui a envie de travailler avec toi et qui euh, n'accepte pas de prendre le temps de rédiger un petit quelque chose, d'envoyer un petit quelque chose, bah, ça envoie un message fort sur son niveau de motivation. Ah, bien sûr. Et le métier demande de la motivation, c'est un métier passion qui demande de la motivation. Et donc, bah, en fait, on fait une sorte de tri par ce biais-là. Toutefois, derrière, en fait, c'est vraiment une histoire de fit humain, de fit entreprise, personne qui candidate. Et au sein de l'entreprise, on a des profils très différents, des parcours scolaires de STAPSiens, Ouais. des parcours autour du BPGEPS, des parcours de CQP, on en a aussi. Et aujourd'hui, pour un adhérent qui vient dans la structure, il est en incapacité de dire tel coach, A fait un STAPS. il a fait Bac+5 ou ah, lui, il a un CQP. Eh Je non. mets ma main à couper qu'il ne sait pas le dire. Et non, bien sûr. Bien sûr. Grâce à quoi? Eh bien, tout simplement à la méconnaissance d'un sujet. Tu peux pas juger un sujet, ou du moins une qualité, sans connaître un peu le fondement. Donc, du coup, ça serait potentiellement un STAPSien, un BPGEPS ou encore une personne qui a fait un CQP, mais humainement, Complètement. qui Ouais. dégage quelque chose. Une personne qui a véritablement l'envie d'aider. Tu vois, la première chose pour moi, c'est ça. La technique, c'est important. Ouais. Tu vois, de bien connaître les choses, de savoir l'expliquer, de savoir corriger, c'est essentiel. Toutefois, pour moi, la chose la plus importante, c'est la capacité à connecter avec de l'être humain. Ouais. Tu vois, Ok. si tu ne sais pas connecter avec de l'être humain, avec tes diplômes, Tu feras pas grand-chose. tu ne feras pas grand-chose. Ah, Voilà. complètement. Complètement. Je suis complètement d'accord. Tu vois qu'aujourd'hui, avec MyCoach, on a un cadre où bah, on peut intégrer des gens qui n'ont pas toute la compétence technique, mais ce qu'on ne peut pas créer, c'est le fit humain, tu sais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien Ça, sûr. on est incapable. Et quand je fais les interviews d'adhérents, tu vois, je vois beaucoup d'adhérents qui me parlent de ce qu'ils ont vécu dans les studios. À chaque fois que je leur dis, c'est quoi la chose la plus marquante qui t'a permis d'avancer, etc., je n'ai jamais eu le front squat ou le deadlift. Non, bien sûr. C'est la C'est motivation du coach. Fatala, parce que tu vois, à un moment donné, j'étais au plus bas, j'avais plus confiance en moi. Ben, en fait, lui a su trouver les mots pour me donner l'envie de continuer, malgré le fait que j'étais en train de stagner sur mes résultats. Ben, lui a réussi à trouver les Ouais, mots bien sûr. pour m'obliger à continuer. Et en effet, après, j'ai eu des super résultats. Et ce n'est que l'humain, au final, qui ressort de ces échanges. Et jamais, ouais, parce que vous avez une super machine qui... Ah, non. Et non. Bien sûr que non. Bien sûr que Ouais. non. Et toi, Stan, alors, si tu devais imaginer, comment devrais-je dire ça, la capacité d'une personne à évoluer, sa volonté à vouloir apprendre, est-ce que tu penses que c'est une qualité sine qua non pour un coach, peu importe son niveau, ou non? J'ai déjà mon avis, mais je veux vraiment connaître le tien. Bah écoute, je vais te répondre et après, tu vas me dire, toi, ce que tu en penses. Ouais. Euh, je pense qu'on est dans un des secteurs d'activité les plus en mutation possible. Ouais. Ça bouge à une vitesse folle. C'est extrêmement dur à suivre tellement les choses avancent vite. Les choses avancent vite au niveau de toutes les connaissances qui avancent sur le corps humain, sur la biomécanique, sur tout l'aspect, toutes les compétences qu'on peut développer chez l'être humain grâce à tel type d'entraînement, etc. Donc ça avance hyper vite. Et ça avance aussi hyper vite en matière de mode. Parce qu'à un moment donné, bah ouais, il y a aussi l'effet mode. En ce moment, bah ouais, le fonctionnel, depuis quelques années, les mouvements fonctionnels, ça Ouais. plaît beaucoup. Mais il y a encore quelques années, la Zumba, si tu faisais pas de Zumba dans un club de fitness, t'étais has-been. Ouais. T'as eu la période de l'aqua. Il fallait avoir un bassin. J'ai des potes qui se sont endettés. Coucou les gars.
Ils se sont endettés pour acheter des stations d'eau pour mettre des vélos à l'intérieur, tu vois, pour mettre dans les clubs. T'as toute une série de modes comme ça successifs qui viennent. Et donc, si tu n'es pas à minima dans une logique de t'y intéresser, de te former, de comprendre, ben, tu passes à côté de quelque chose, tu vois, en tant que coach. Ouais. Donc, pour ces 2 raisons, je pense que le coach doit rester un éternel étudiant. Sinon, bah, en fait, il peut pas véritablement bien accompagner. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, Bah oui, je suis complètement d'accord avec toi parce que pour le coup, il y a quelques années de ça en arrière, on nous apprenait encore que le genou ne devait pas dépasser la pointe de pied. Donc, sur un squat. ah oui, sur un squat, tu vois. Donc les compétences évoluent, les études sortent et affluent tous les jours. Et donc, pour pouvoir donner le maximum de résultats à vos adhérents, vous êtes obligé d'apprendre et de continuer d'évoluer. Et ça, C'est obligé. c'est... Pour moi, tu vois, ce que tu dis là, c'est tout le cœur de l'académie. Tu vois, de réussir, en fait, à aller chercher du savoir nouveau, à obliger chacun à se mettre dans une dynamique de formation. Bah, en fait, ça, chez nous, c'est l'académie qui le représente et qu'il dispense aux coachs. Parce que il y a tellement de sujets, en fait, possibles et on est souvent tenté d'aller se former là où on est déjà très bon. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. T'es bon en haltérophilie Et donc, et je suis sûr que tu continues à regarder des trucs sur le sujet. Bien sûr. Alors que t'en connais largement assez et tu devrais t'arrêter parce que t'en as assez quoi pour coacher et plutôt aller sur d'autres sujets. Et ça, je pense que c'est naturel. C'est un biais humain, oui. Ouais, voilà, c'est naturel et quelque chose de il faut naturel. pas se battre contre ça. Par contre, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir des apports pour être extrêmement complet. Et quand je vois le niveau des coachs chez MyCoach, bah en fait, je suis hyper content parce que je sens ils sont d'un bon niveau, ils continuent à monter en compétences. Aujourd'hui, alors je prends souvent cet exemple-là, mais parce que ça me marque, tu vois. C'est un sujet que bah, c'est toi d'ailleurs qui l'avais amené sur le cycle menstruel et l'entraînement. Ouf. Aujourd'hui, les coachs sportifs ne sont même pas sensibilisés à ces sujets-là C'est pas en normal. formation. C'est pas normal. Mais les femmes, ça représente la moitié quand même, tu vois, de la planète, Ouais, tu vois. ouais. On se coupe de la moitié de la population si on fait pas ce travail-là. Sachant que les résultats et l'évolution sont beaucoup plus faciles pour les hommes que pour les femmes, dû aux dérèglements hormonaux, etc. Sans rentrer dans trop de détails, mais c'est beaucoup plus facile pour un homme d'évoluer physiquement que pour une femme. Et du coup, ben voilà, il faut se former, il faut apprendre, il faut comprendre les spécificités de chaque adhérent pour pouvoir proposer un service vraiment haut de gamme, adapté. Tu vois, cette notion de haut de gamme chez MyCoach, moi, elle me tient à cœur. Au début, elle me dérangeait. Parce que je me disais, non, mais je veux pas faire du haut de gamme parce que haut de gamme, c'est élitiste. Et donc, élitiste, c'est se couper du reste du monde, etc. Mais en réalité, c'est haut de gamme. C'est haut de gamme parce que l'équipe est haut de gamme, le service est haut de gamme. Et ouais, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on veut donner à nos clients, ce qui fait notre spécificité aujourd'hui. Complètement. Et donc, pour toi, la différence entre les coachs, est-ce que ça pourrait être aussi par rapport à leur spécialité sportive? Puisque on est d'accord tous les deux, je pense, Stan, tu vas me le confirmer maintenant, mais un coach doit faire du sport. Un coach qui ne fait pas de sport ne peut pas coacher. Et donc, du coup, un coach qui n'a pas de spécialité n'a pas son empreinte, on va dire, sur... Alors... T'es sûr que tu vas aller sur ça? On y va. Il y a de quoi dire sur ça. T'as raison. Il y a de quoi dire sur ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'est super important d'avoir sa marque, d'avoir son domaine de prédilection. Ça crée son empreinte. Et on est reconnu pour ça. Comme c'est un métier, on va dire, de lien, de social aussi, nos adhérents se projettent une image de nous au sport. Et ça leur donne aussi cette impression de légitimité quand même. Un coach qui ne fait pas de sport n'est pas légitime. Il est moins légitime.
Un coach qui se tue à la salle 5 fois semaine, on a envie de l'écouter. Le leadership est là, quoi. L'exemplarité se paye. Ouais, tu ne peux pas demander un comportement que toi-même, tu te refuses Bien sûr, de faire, tu vois. bien sûr. Si je sais pas, je vais voir mon mécanicien, mais que lui-même, sa voiture, elle est toujours en panne, j'ai peur, tu vois. Bien évidemment. Je le suis pas à 100%. Du coup, pour moi, le coach sportif doit pratiquer. Il doit pratiquer pour plein de raisons. Cette notion d'exemplarité aussi, Bien sûr. bien sûr, 100% aligné, mais aussi parce que lorsque tu pratiques, tu ressens les choses et tu peux mieux derrière en parler aux gens. Ah, Tu complètement. vois, Ah, je suis... si je te raconte, si je prends un bouquin et que je lis en fait l'histoire de quelqu'un qui s'en va aux Maldives, ça sera pas pareil que si moi je vais aux Maldives, tu vois. Je vais pas le ressentir pareil dans ma chair et donc je serai pas restitué un voyage aux Maldives de la même manière. Du coup, il faut pratiquer. Et aussi, je pense que le coaching, c'est un métier passion. Si tu n'aimes pas les gens et le sport, c'est compliqué de durer, tu vois, dans le Bien monde du sûr. coaching. Bien sûr. Et j'ai une très bonne idée pour toi. Et Oh une là, très bonne vas-y, question ouais. plutôt. Humainement, on n'est pas tous égaux. Non, Certains sont plus chaleureux que d'autres. tout à fait. Certains dégagent plus d'aura que d'autres. Mm. Certains sont plus timides et d'autres moins. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que pour moi, il existe 2 catégories de coaching. Le coaching en small group, ce qu'on propose, et le coaching en groupe, donc avec beaucoup de personnes, qui ne sont pas pour moi... Alors, il y a le coaching small groupe, et plus quoi. Ceux où ils sont 50. Ouais. On parle pas de cela, c'est vraiment les 2 premières catégories. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu vois, moi, je pense qu'il n'y a pas d'archétype très précis de ce qu'est un bon personal trainer one-to-one, tu vois, où tu as un coach avec 1, 2, 3 adhérents. Je pense que tu peux être introverti, extraverti. Pour moi, c'est presque pas la question. C'est vraiment une question de valeur, d'envie de transmettre, qui font la qualité des choses. Après, quand tu es sur du cours collectif, par contre, là, si tu es un introverti qui n'aime pas animer, ça va être compliqué pour toi hein, Ouais, je suis d'accord. d'embarquer les gens. Je suis d'accord. Je le vois, tu vois, chez Ginkgo Sport, lorsqu'il y a des Tabata Fights, tu as 30 personnes qui sont sur des sacs. Le coach est là, il passe, il crie, il motive, il saute de partout. Parce que le but, en fait, de cette activité-là, c'est de faire en sorte que les gens se transcendent et dégagent Plus. toute la mauvaise énergie qu'ils ont en eux. Et si on a réussi ça, on se dit, ouais, sur ce cours-là, on a est bien. réussi. Tu vois, c'est déjà pas mal. Et du coup, là, si tu es un introverti qui n'aime pas parler fort, qui n'aime pas trop bouger et qu'on le remarque, c'est compliqué. Mhm. En personal training, tu peux être un introverti. C'est pour moi pas le sujet. Ok. Et tu penses pas qu'ils ont plus la côte ou pas forcément? Les introvertis? Ouais. Les extravertis, lesquels? Les introvertis, enfin... Pour toi, encore une fois, pour nos téléspectateurs, quel serait le profil idéal, tu sais, si tu devais choisir entre l'un des deux? Tu as 2 candidats qui ont exactement la même expérience, le même cursus, mais... Les clones. clone. Mais l'un est extraverti, est chaleureux, l'autre est pas froid, mais il est plus timide. Alors, j'ai un introverti, un extraverti, hein, d'accord? On est d'accord. Ok. Alors, s'ils ont vraiment le même niveau de compétences, tout pareil, les mêmes valeurs, etc., je prends l'extraverti. D'accord. Je prends l'extraverti pour moi. C'est-à-dire, ils sont identiques, ils apportent les mêmes résultats avec leurs fibres différentes, je pense, aux clients. Toutefois, moi, je passe des meilleurs moments avec les extravertis.
C'est plus sympa pour discuter. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien rencontrer des gens et c'est plus facile pour moi de créer du contact avec un extraverti qu'avec un introverti. Mhm. Du coup, si vraiment ils sont au même niveau, ils apportent les mêmes résultats aux clients, bah, quitte à choisir. Moi, pour Je moi, choisis. l'entreprise, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de plaisir. Euh, je fais beaucoup d'heures, moi, tu vois, dans À la semaine. l'entreprise, à la semaine, mais je m'en plains absolument pas parce que je prends un réel plaisir à ce que je fais. Et là où j'arrive à prendre du plaisir aussi parce que les gens, en fait, avec qui je travaille, ça marche bien, tu vois. Ouais. Là, je suis dans mes heures de travail, toi aussi d'ailleurs, mais Et on s'éclate. ça va, quoi. On Hein. s'éclate, ouais. Je suis pas en train de mettre des boulons à la chaîne Ah dans des non. cartons, tu vois. Non, non, bien sûr. Bien sûr. J'ai eu la chance de vivre ces métiers-là, d'ailleurs. Ça t'apprend la vie. Hein. Ah ouais, Moi, je savais toujours pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Et ben pour le coup, Ça. on est pareil. Parce que C'est vrai. Ah ouais, 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 ouais. C'est-à-dire, J'ai porté des palettes. Je me suis fait des bons limbagos à porter des packs de conserve. Donc je savais exactement ce que je voulais pas faire, mais je savais pas ce que je savais faire, ce que je voulais faire. ouais. Donc ouais, vraiment, on a vécu la même chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le profil introverti aura plus de mal à dégager quelque chose. Je pense que quand t'es adhérent, tu as besoin d'avoir quelqu'un en face de toi qui a les qualités que tu n'as pas. Et en général, les adhérents sont plus introvertis et ils ont besoin d'extérioriser et d'avoir plus de confiance en eux. Donc, avoir quelqu'un qui dégage ces qualités-là, ça reste quand même primordial. Tu vois, dans le réseau, on a des coachs qui sont différents euh, et du coup qui ont des résultats différents en bout de course. Toi, avec ton expert de coach leader, comment est-ce que tu expliques ça que deux mêmes coachs arrivent à avoir des résultats différents pour des clients? Et ça s'explique très simplement. Très simplement, déjà par rapport à leurs affinités avec les exercices. Hmm. En tant que coach, on a tous des exercices qu'on apprécie plus ou moins Ouais. et dans lesquels on excelle dans l'explication, dans la démonstration, dans le fait de le faire faire à l'adhérent et de lui faire comprendre surtout. Et surtout de l'inclure dans la séance. Donc moi je pense que ça passe par là. Donc déjà, c'est la capacité de choisir la couleur de la toile à laquelle on veut la peindre. Donc par exemple, moi je choisis un orange, mon collègue lui va choisir le violet, tu vois, par exemple. Et c'est quelque chose qui va être très personnel. Ensuite, ça va être la manière d'amener dans la séance. Donc la capacité de l'inclure dans une séance plutôt cardio, plutôt renfo ou autre, et de l'utiliser sur le long terme. Et enfin, donc la technique, le fait de présenter la technique. Euh, je vais parler une certaine langue pour expliquer un certain exercice à un adhérent. Le coach qui va passer juste derrière moi, lui, il expliquera d'une toute autre manière. Et chacun l'explique avec ses mots. Je pense pas qu'il y ait un langage, on va dire, universel. Et je suis pas sûr qu'il y ait un langage qui convient le mieux. Parce Bah, que qui convient le mieux, si, parce que ça convient le mieux à une personne à un moment oui, mais donné, tu vois. on va dire que c'est intrinsèque à chaque personne. Ouais. Voilà. L'adaptation, encore une fois. Encore une fois, on y est encore. Ouais. Les adhérents sont tout aussi très différents les uns des autres. Et certains vont comprendre d'une certaine manière, d'autres vont comprendre d'une autre. Tu vois. Tu t'imagines ce que tu es en train de dire là, le niveau de précision pour donner du résultat aux gens. T'imagines les gens quand ils sont dans un cours collectif. Alors, c'est toujours mieux d'être dans un cours collectif que de De rien pas faire faire. de sport, hein, attention. Mais je veux dire, quand tu es dans un cours collectif et que tu es la 28e sur un cours de. Enfin, tu es 28e sur 34 personnes qui font du sport, le coach, il n'a pas la capacité de parler 34 manières différentes, de t'expliquer de la manière, tu vois, qu'il faudrait pour te faire progresser dans un cours collectif. C'est encore une fois, c'est ça, c'est cette question d'adaptabilité. Le coach doit savoir parler plusieurs langages et être très bref, très précis, très concis dans ses explications. Ça passe pour des classes de 3 adhérents à 15, 20 et au-dessus, c'est plus compliqué, mais
il doit être en capacité de vraiment transiter en langage très, très, très rapidement. Pour 20 personnes, c'est possible encore? Je pense que oui. Mais ça demande des qualités vraiment très, 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 très pointues. Il faut être très bon animateur, très bon coach et fin orateur. Ah ouais, moi j'y crois pas pour 20 personnes. Ah, moi, tu vois. Pour c'est 20 plus compliqué. personnes, Alors après, ça dépend de quelle séance on ne parle. serait-ce que tu passes, même si tu venais à passer 1 minute avec une personne, bah, tu as déjà pris 20 minutes quoi, tu vois, sur ta Bien sûr. séance. Et une séance qui va durer 50 minutes, c'est-à-dire tu as pu passer 2 fois au mieux avec chaque personne. Et moi j'ai l'impression que quand tu fais une séance, il y a beaucoup de moments où potentiellement t'es pas efficient dans ton mouvement, où ça va moins bien et il faut te remonter le moral, etc. Ouais, mais tu vois, en 1 minute, moi, j'ai le temps de bien discuter avec toi. Hein. Alors Ouais. que si je te demande de grandir le dos pour mieux fixer, ça me prend 30 secondes. Ah, parfait, c'est le meilleur Et exemple encore possible. moins, tu vois. Grandir le dos pour mieux fixer, t'as perdu 99% de la population aussi, Bien là, évidemment. tu vois. Mais avec ça, il n'y a pas que ça. Il y a une explication visuelle. Voilà. Des fois, on va même aider l'adhérent à se replacer. Mais la question est que ça sera des mots pour remettre la posture au cœur du sujet. Et derrière, c'est tout. La plupart des adhérents, ça sera de l'encouragement. Encore une fois, ça dépend vraiment, vraiment de la typologie de la séance. Si on part sur un cours très précis, très pointu, comme de l'haltérophilie ou de la gymnastique, oui, là, ça va être compliqué, 20 personnes. Bon, en Ouais. l'occurrence, si c'est une séance conditioning, il va y avoir de la... Et encore une fois, ça va dépendre aussi de ton public. Si tu as un public qui est très, très débutant, et beaucoup de débutants, ça va te demander une attention particulière. Et ça va être même très compliqué Ouais. d'assurer un coaching premium, on va dire, à tout le monde. Ouais, moi je vois ça et puis j'ai l'impression, moi, que beaucoup de gens qui viennent en salle de fitness sont pas des experts et qui sont plutôt débutants. Il faut plutôt les accompagner plus. Et du coup, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait avec 20 personnes? Je pense que c'est hyper. Enfin, pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible d'accompagner 20 personnes débutantes sur un cours comme il le faudrait. Je n'y crois pas. C'est bien pour ça qu'on n'a pas choisi les cours de 20 personnes, mais de 4 max, quoi. Ouais. Ouais. Et ce qui est déjà très challengeant, tu vois. Bien sûr. Tu vois, chez MyCoach, alors on est à 80% de nos séances, c'est 2 personnes ou moins. Tu vois. Tu as quelques séances où on a fait des créneaux heures creuses pour permettre à des gens qui ont pas forcément les moyens de venir, tu vois, sur un tarif binôme, de pouvoir quand même avoir accès dans cette volonté d'ouvrir nos activités. Mais ce que je remarque, c'est que déjà à 4 personnes, le coach, durant une séance, il court partout. Quand tu as 4 personnes, le coach est là, boum, il est à gauche, bam, il vient là, bam, bam, il ne s'arrête pas. Et souvent, les coachs, ils me disent, ouais, c'est engageant, quoi, tu vois, Ouais. d'avoir 4 personnes. Ouais. Alors, si tu vas à ce niveau-là avec 20 personnes, tu fais comment? C'est différent là sur du coaching. Non, sur du coaching, on va dire premium comme ce qu'on propose, c'est pas possible. Ouais. C'est impossible. Je dissocie bien les deux, moi. Les classes où on est plus sûr. que 20, Bien c'est sûr. des classes où c'est plus de l'animation que du coaching. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment tout autre. Ouais. C'est vraiment tout autre. On est là à l'entièreté de la série de l'adhérent. Ouais. On voit sa 11e, 12e, 13e, 14e, 15e rep. On voit tout. Donc, pas du tout les mêmes résultats. Tu vois, mais c'est ça, en fait, que les gens ont besoin. Parce que quand tu te blesses sur un mouvement, ça se passe comment? Ça se passe sur... tu fais une rep mauvaise, tu te places mal. 2 reps, 3 reps, clac! Ah, tu t'es fait mal au dos. Et du coup, en fait, tu as besoin d'être réadapté, qu'on te recadre immédiatement. Sinon, en fait, la prise de risque, elle est réelle. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Nous, à 98% du temps, on travaille sur des mouvements fonctionnels, basiques,
qui permettent d'avoir une meilleure vie, mais aussi d'avoir le meilleur retour sur investissement. C'est l'objectif. On a 2 fois 40 minutes par adhérent par semaine. C'est très court, on a besoin d'être très 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 productif. Et donc, du coup, on va pas chercher à utiliser des mouvements super techniques. Mais malgré ça, pour le public moyen, c'est des mouvements très techniques déjà. Ce qui veut dire qu'on a besoin des micro-corrections. Ce que j'appelle les micro-corrections, c'est les corrections dans la série même. Pour affûter le mouvement et pouvoir réaliser le mouvement dans la sécurité la plus grande. Ouais. Et c'est ça la difficulté. Ouais. C'est ça la difficulté du coach, puisque au-dessus de 4, oui, ça commence à devenir très challengeant. Ouais. Très challengeant. C'est 100% de l'attention sur 100% des adhérents, ça devient compliqué. Ouais, complètement. Hein. Ça me pense, tu sais, moi, on était au Club Med, il y avait un cours de sport. La personne qui fait le cours de sport, bon, il est aussi barman, c'est le Club Med, tu vois, t'es polyvalent. C'est un animateur et il fait bouger les gens, tu vois. Et son but, c'est pas que les gens fassent bien, c'est qu'ils bougent. Et c'est un autre métier, ça s'appelle animateur. Ouais, je suis complètement d'accord. Il faut vraiment bien dissocier les deux. Ouais. Faut bien dissocier les deux. Avec une charge, tu peux pas te permettre de juste faire bouger les gens, quoi. Ouais, dès que tu as des poids, etc. Ah, non. Il y a une charge additionnelle, même si ça représente pas beaucoup, ça met déjà de la hauteur, on va dire, sur le risque de blessure. Donc, on est beaucoup plus vigilant. Ouais, c'est... D'autant que je remarque quand les gens viennent, par exemple, dans les studios, très souvent, en fait, c'est dur de venir dans un studio de coaching, de venir dans une salle de fitness encore plus. C'est difficile, tu sais, parce que les gens ont l'impression que tout le monde sait faire et qu'eux ne savent pas faire. Donc ils se disent, mais c'est dur. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, quand des gens viennent en salle de fitness, la première question qu'ils posent, c'est « Est-ce que vous avez les tarifs ?» C'est juste en fait parce qu'ils ne savent pas quoi demander. Tu vois, Bien sûr. C'est hyper dur et donc c'est intimidant. Et du coup, les gens, quand ils ont choisi en fait de venir, donc c'est un vrai travail sur eux-mêmes, ils franchissent les portes du club de fitness ou du studio de coaching et là, en fait, ils veulent tout changer. C'est-à-dire, ils voudraient faire 5 séances de sport par semaine, arrêter de prendre l'apéro, se coucher plus tôt, changer leur relation sociale. Enfin bref, c'est un peu le nouveau départ. Et ça, c'est un truc qui est hyper dangereux si on n'est pas accompagné, parce que le corps humain, il n'aime pas. Il n'aime pas le changement de manière générale. Ouais. Et quand tu multiplies les changements comme ça, c'est un peu le cocktail explosif de j'abandonne au bout d'un mois. Et est-ce que tu penses que du coup, justement, le coach a aussi ce rôle éducateur ? Ouais. Ce rôle parce que là, on sort de l'extrême. Enfin, le coach, il a pas forcément raison à expliquer tout ça. Est-ce que tu penses que ça en fait quand même partie ? Ouais, moi je pense que c'est de sa responsabilité. Tu vois, quand les gens viennent voir un coach, c'est pas pour faire des pompes et faire des squats. En tout cas, c'est pas que ça. Parce que, en fait, ça, j'ai un bon deal pour vous. Si vous cherchez que ça s'appelle YouTube et t'as tout ce qu'il faut. En fait, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ce qu'ils viennent chercher, c'est un cadre sécurisé. Et dans ce cadre sécurisé, le coach, c'est le capitaine du cadre. Et donc, c'est lui qui va devoir dire à un moment donné, écoute, je pense que non, tu dois pas faire 5 séances par semaine, parce que la dernière fois que tu as fait une séance, c'était quand tu étais au collège, et là, tu t'approches de la retraite, tu vois. Donc, on va y aller progressivement, piano. Ton corps a besoin de s'adapter. Et du coup, le coach a une responsabilité sur ça. Je pense qu'il a une responsabilité aussi sur tous les facteurs de vie, non pas d'experts, mais de mettre des petites graines. J'entends régulièrement, par exemple, des coachs dire « Tiens, tu devrais aller voir le podologue. Tiens, tu devrais aller voir un ostéopathe.
faut que tu ailles chez le kiné. Ils renvoient vers le professionnel de santé. Par contre, ils ont une attention autour de la santé. De la même manière sur le sommeil. Le coach, en fait, souvent, il donne des conseils autour du sommeil. Oui, bien sûr. Et Via les pourtant, tu compléments vois, c'est pas ça. alimentaires et autres. Les compléments alimentaires. Pourtant, tu vois, c'est pas... c'est tout ça qui fait aussi le bon coach. C'est tout un écosystème. Ouais. Et donc, par exemple, le coach peut être aussi DJ ou encore psy. Qu'est-ce que t'en penses? Le coach est le meilleur psy du monde. Ok. Je pense qu'il est le meilleur psychologue du monde pour plusieurs raisons. La première, c'est que on se confie au coach. Je pense que là, il faut pas le faire, mais que on t'a expliqué. Enfin, beaucoup d'adhérents t'ont raconté des choses très personnelles de leur vie, sans même que tu le demandes. Ouais. C'était déjà arrivé? Ouais, plusieurs fois, Plusieurs fois. j'ai des adhérents qui ont pleuré en séance, hein, carrément. Qui pleurent. Pas parce qu'ils ont mal, hein. Ah non. On est d'accord. Parce que Non, pas ça. parce qu'ils craquent et qu'ils te livrent des choses ouais, et ça leur fait complètement. du bien. Ouais, complètement. Ok. Pourtant, t'as rien demandé. Pas grand-chose, non. Non. Tu vois. Et bah, ça, en fait, c'est une forme de thérapie. Mhm. Quand tu fais du sport, ben, tu crées des endorphines. Et quand tu es en séance avec quelqu'un où tu sens que cette personne, elle est là pour t'aider, elle te comprend, elle fait attention à toi, bah ouais, tu es dans le cadre parfait pour te livrer, pour accepter d'être vulnérable. Et du coup, ben voilà, relâcher la pression ouais. et te livrer à cette personne. Et donc, je pense que les coachs sont aussi des thérapeutes, d'une certaine manière, des psychologues Ok. sans formation, Ouais. mais sont des psychologues par le mouvement. Tiens, ça, je vais le ressortir. Les coachs Nutritionniste aussi. sont des psychologues par le mouvement. Ouais. Ouais. Nutritionniste aussi, ouais. Alors moi, les nutritionnistes, ouais, bon... Conseiller en alimentation. tu veux me... Non, moi, les nutritionnistes, moi, j'ai beaucoup côtoyé les nutritionnistes. Quand j'étais athlète de haut niveau, je devais aller voir le nutritionniste une fois tous les mois. Rappelle-nous, tu faisais Alors moi, je faisais de la boxe. à haut niveau. Tu vois, à haut Boxe, niveau. pied-point. Ouais, boxe pied-point, boxe française, full contact. Et du coup, j'étais dans les structures... Enfin, j'étais au Pôle France. Il fallait aller voir le nutritionniste tous les mois. D'accord. C'est obligatoire, c'est dans le package. T'étais obligé. Tu vas. C'est comme ça. Et quand tu vas voir le nutritionniste, il te remet des plans alimentaires grammés que tu dois suivre, etc. Et tu les suis et ça marche. Parce qu'il te propose des choses parfaitement calibrées à ce que tu as besoin. Et ce que j'ai découvert avec MyCoach, c'est que les nutritionnistes se comportaient, alors en tout cas pour ceux que j'ai rencontrés, de la même manière avec monsieur, madame, tout le monde qu'avec des athlètes de haut niveau qui étaient prêts à faire les sacrifices nécessaires dans leur vie de tous les jours parce que c'est leur métier, c'est leur passion, c'est leur vie, le sport. Mais monsieur, madame, tout le monde n'a pas envie de ça, n'a pas envie de savoir qu'il doit manger 45 grammes de protéines à son repas pour être en bonne santé. Quand ils reçoivent le plan alimentaire comme ça, les gens ne les suivent pas. Ou en tout cas, pas toute la vie. À chaque fois qu'on me parle d'un nouveau régime, une manière de s'alimenter, un programme alimentaire reçu par un nutritionniste, ma seule question c'est, est-ce que ça, tu es capable de le faire sur les 20 prochaines années? Si la réponse est non, ne le fais pas. Et suivre long, 20 ans. un truc écrit 45 grammes de brocoli, tu n'es pas capable de le faire sur la durée. Du coup, je mets en opposition, en tout cas sur cette méthode de grammage aujourd'hui. Alors nous, de toute façon, coach, on n'a pas le droit de grammer. On n'a pas le droit de faire des plans alimentaires grammés. Tant mieux, on leur laisse. C'est un piège absolu de donner ça. Vraiment. Ok. Et selon toi, est-ce que tu penses que un bon coach devrait être tout ou pas forcément? Est-ce qu'un bon coach devrait être bon psy, bon conseiller alimentaire, bon DJ ou autre, toutes les qualités qu'on a dit, ou pas forcément? DJ parce qu'on met de la musique dans les studios. Oui, bien évidemment. Non, bien sûr que non. Tu vois,
tu ne peux pas être excellent partout par définition. L'excellence s'atteint par une répétition extrême des choses, et ce, dans tous les niveaux, tu vois. Quand tu vois quelqu'un au football qui tire bien les coups francs, c'est parce qu'il s'est focus et qu'il a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à tirer des coups francs. Et pour le coaching, je pense que c'est pareil. Tu ne peux pas être excellent partout. Par contre, tu dois pouvoir renvoyer vers la bonne personne. Et donc, il faut connaître quand même tous ces sujets. Un coach sportif qui se dit « Non, mais moi, toute la partie du cerveau, mindset, je suis pas psychologue, je suis pas coach mental, c'est bon, hein, moi, je suis là pour faire du sport. » Bah, pour moi, en fait, bon, déjà, il n'y a pas sa place chez nous. Et pour moi, il n'a pas compris la puissance de son métier. Oui. Ouais. Si j'ai bien compris, il faut en premier lieu, vraiment cette qualité humaine de pouvoir être l'écoute sur laquelle les adhérents vont se porter et se confier, mais aussi cette capacité d'adaptation dans le coaching et dans le fait de rediriger potentiellement l'adhérent vers le professionnel qui pourrait l'aiguiller et l'apporter encore plus de résultats. C'est bien résumé. C'est ça. C'est bien résumé. Pour moi, c'est ça. Et je vois souvent là où les bons coachs font la différence, c'est leur capacité à faire le prochain pas à l'adhérent. Tu vois, le petit pas. Bien sûr. Tu vois. C'est pour gravir une montagne, à mon avis, c'est pas bien compliqué. C'est tu mets un pied devant l'autre et tu arrives en haut de la montagne. Ouais. Sauf que la difficulté, c'est de multiplier les pas sans arrêter, tu vois, de pas t'arrêter. Et ben pour moi, le coach sportif, c'est à la fois le Sherpa, à la fois le mec, tu vois, qui est derrière et puis qui te pousse dans le dos au moment où t'arrives plus à monter. C'est le mec qui te rassure sur le fait que c'est normal que ça fasse mal, c'est normal que là ce soit dur. Et c'est lui qui te permet du coup d'avancer vers tes objectifs. Et pour moi, le coach sportif, il a du coup une responsabilité énormissime quant aux résultats des gens. Très souvent, les coachs ne veulent pas endosser cette responsabilité parce qu'ils me disent « Bah ouais, mais Stan, moi je peux pas la forcer à venir à l'entraînement et je peux pas être dans son frigo ou cadenasser son frigo. » C'est vrai. C'est vrai que tu ne peux pas cadenasser le frigo. Ok. Mais pourquoi certains coachs donnent du résultat et d'autres non, avec les mêmes choses. Du coup, si tu devais résumer, pour toi, c'est quoi qui fait la différence entre deux coachs, le bon coach et le mauvais coach? Alors, deux choses. Pour moi, la première, ce sera la vision. La vision, c'est la capacité de se promouvoir et se voir dans le temps. Le fait de vouloir toujours évoluer. Et la première, c'est... Ouais, mais la deuxième, c'était la première. La première, c'était la deuxième. Okay. Donc, en fait, c'est vraiment cette capacité humaine d'être capable de s'ouvrir et de créer cette ouverture des adhérents. Vraiment, cette capacité humaine d'être à l'écoute et de forcer les gens à être suivis, quoi. Enfin, vraiment, à créer du leadership naturellement, à créer une aura et à créer quelque chose. Bah écoute, merci beaucoup pour ce temps d'échange, cher Fatala. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des performances. Des performances sportives? Oui. Okay. Et de la réussite aussi, de la performance dans mon studio. Très juste. Voilà. Bah merci beaucoup, Fatala. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao. Ciao.